Les élus de la collectivité adoptent le plan départemental de transition écologique et solidaire. Un plan qui fixe les grandes orientations du département pour préserver notre environnement et ses engagements pris pour faire évoluer la société réunionnaise. Un plan de transition qui s'est construit autour d'une grande concertation citoyenne. L'objectif de ce plan est de démontrer que le changement est possible aujourd'hui, donc ensemble. Réussir donc ce plan avec l'ensemble des Réunionnais, on pense donc aux agents, aux services, aux élus, aux entreprises, aux associations, aux citoyens, donc avec toutes les forces vives et bienveillantes de la Réunion. Les élus ont également adopté lors de cette séance plénière un plan visant au développement de la filière biologique sur notre territoire. 5 millions d'euros y seront consacrés. Le plan comprend globalement 4 axes. Le premier, c'est de faire en sorte de mobiliser du foncier préférentiellement donc pour les agriculteurs qui se lancent dans le bio. C'est d'accompagner effectivement l'installation et la conversion en bio avec à la fois la poursuite du dispositif départemental d'aide à la certification. Un troisième axe qui vise à développer les nouvelles pratiques. Donc il y a tout un volet innovation qui va être accompagné. Et enfin, le dernier volet, c'est de permettre aux consommateurs d'accéder plus facilement, avec notamment la réalisation de marchés spécifiques pour les produits bio. Le département reconduit son engagement au plus près des communes et des CCAS avec l'adoption du pacte de solidarité territoriale deuxième génération. 100 millions d'euros seront alloués sur les 3 prochaines années à l'aménagement et au développement économique et social des communes de la Réunion. Les élus ont également adopté à l'unanimité une motion relative à l'accélération urgente de la campagne de vaccination contre la Covid-19 sur l'île. Well, I feel just like a child. Yeah, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. From my womb to my tomb, I guess I'll always be a child. Alors l'entretien prénatal précoce, c'est un entretien qu'on propose à une femme enceinte en début de grossesse ou à tout moment de la grossesse dès que c'est possible, où on va pouvoir faire un point avec elle sur sa situation pour pouvoir apporter des informations sur la grossesse, le suivi médical, les examens, l'alimentation, vraiment tous les domaines qui peuvent toucher la grossesse. Et qui nous permet aussi d'aborder avec elle sa situation personnelle, sa situation familiale, sa situation professionnelle et voir qu'est-ce qu'on pourrait lui apporter comme information, comme orientation s'il y a besoin. La bonne parole et un petit document sur la prévention du harcèlement domestique aussi. Comment ça s'est passé le début de la grossesse ? Ça va, honnêtement ça va, un peu de la fatigue, il y a eu beaucoup de fatigue au début. Oui. Mais sinon pas de vomissement, rien du tout. D'accord, ok. Est-ce que je peux avoir ton carnet de maternité s'il te plaît ? Alors. C'est un moment où elles peuvent parler de tout et de rien, j'allais dire, autour de la grossesse. Mais il y a toujours quelque chose à dire, parce qu'une grossesse, c'est pas qu'un ventre. Et un bébé à venir, c'est une famille, c'est une femme, c'est des peurs. Et les femmes, elles sont contentes de pouvoir parler d'elles, de pouvoir aborder leur situation et parfois même de pouvoir aborder des choses qu'elles n'osaient pas aborder lors des consultations médicales auparavant. Est-ce qu'on t'a dit à combien de kilos tu avais le droit de prendre pendant ta grossesse ? Non, pas du tout. Du tout ? Bon, alors on va essayer de faire un petit point. Alors, ça nous fait un IMC à 17,8. Ok, donc ça veut dire que pendant ta grossesse, tu as le droit de prendre 20 kilos sans que ça ne pose de problème.
Ok. Si tu prends plus, tu as un très gros risque d'hypertension, de diabète ou de complications de ton accouchement. Hein. Et si tu prends beaucoup moins, il y a des risques que le bébé ne soit pas suffisamment nourri, qu'il soit de petits poids. D'accord ? Donc tu as un petit peu de marge. Alors en général, on aborde pas mal le côté médical, c'est-à-dire les consultations, le lieu d'accouchement souvent, ou les modes d'accouchement, les différentes pratiques dans les maternités. Ensuite, nous, sages-femmes de PMI, on va orienter donc, sur les sages-femmes libérales pour qu'elles puissent suivre les cours de préparation. On a aussi des questions sur la reconnaissance par le père. C'est vraiment toutes les questions qui entourent la situation normale d'une femme. Voilà. Est-ce que tu as des résultats de prise de sang et d'échographie ? Mais du coup, je vois qu'il y a des clichés. Tu n'as pas d'autres comptes rendus, hein ? Oui, j'en ai pas mal. C'est quand même bien d'avoir ton carnet bien complet avec toi. C'est-à-dire tous tes résultats d'échographie et tous tes résultats de prise de sang. D'accord ? On fait un point sur les démarches administratives, que ce soit le lien souvent avec la CAF ou avec la sécurité sociale. On parle aussi de lien avec l'employeur, si les dames elles sont salariées ou si elles sont dans un réseau professionnel. On parle aussi de la reconnaissance du bébé, donc le lien avec l'état civil et les démarches qu'elles doivent faire à la naissance ou avant la naissance du bébé. Alors cet entretien prénatal qui a été fait par les sages-femmes de PMI depuis très longtemps est obligatoire depuis mai 2020. Ils peuvent être faits par tout professionnel de santé formé, donc en général sage-femme ou médecin, mais en majorité ici ce sont des sages-femmes qui le font. Ça peut être une sage-femme de l'hôpital, ça peut être une sage-femme libérale ou une sage-femme de PMI. Est-ce que tu as des craintes particulières pour ton accouchement ? J'ai peur si j'arrive pas à lever tout le monde, si je sens pas, je sais pas. Il va sortir. Souvent, il y a une peur, mais plus une appréhension de la douleur. C'est ce qui revient le plus souvent. Donc à ce moment-là, notre rôle à nous, c'est de pouvoir la rassurer. Comme je te dis, pour ça, tu auras l'équipe de maternité qui sera là pour t'aider. Et tu as le temps de te préparer en faisant les cours de préparation. C'est bien que ce soit fait au début de grossesse pour que la dame elle puisse savoir comment elle vit la suite de sa grossesse. Mais on peut être amené à faire un entretien à tout moment de la grossesse ou dès qu'il y a un besoin. Il n'est jamais trop tard en tout cas pour le faire. Well, I feel just like a child. From my womb to my tomb, I guess I'll always be a child.
La migration vers la métropole était, j'allais dire, une conséquence de la départementalisation, puisque la départementalisation s'est traduite par une amélioration des conditions sanitaires de la population. Donc la population a augmenté considérablement et il y avait des problèmes de débouchés et de formation. Et il y avait aussi beaucoup de misère puisque les lois sociales n'étaient pas encore mises en œuvre. Donc beaucoup de gens étaient amenés à partir en France métropolitaine pour trouver une formation et un emploi. Ça a été le cas du Bumidum. C'était une question qui était tellement importante et je me souviens bien quand j'étais beaucoup plus jeune, c'était tellement important que j'en ai fait l'objet de ma maîtrise quand j'étais étudiant à Aix-en-Provence en géographie après ma licence. Et depuis, durant toute ma vie professionnelle, je me suis toujours occupé de cette migration en faisant un livre avec M. Alain Lorraine sur les Réunionnais en métropole il y a un peu plus de 20 ans, intitulé « 175 000 Réunionnais en métropole, une communauté invisible », en étant membre de la Commission nationale d'études sur les enfants de la Creuse, créée par le gouvernement il y a 4 ans. Donc tout ça pour dire que tout au long de ma vie, j'ai traité de ce type de sujet. Ce sont des sujets d'ailleurs que j'ai vu évoluer puisque autrefois c'était le Bumidum, les gens partaient avec peu de formation, pas beaucoup de garanties, trouvaient un avenir en France métropolitaine, mais maintenant la migration s'est beaucoup diversifiée et c'est le département qui a pris en charge la mobilité pour un emploi par le biais du CNAM, du Comité national d'action et d'accueil des Réunionnais en métropole, et l'État continue à accompagner la migration par le biais de l'ADOM, notamment pour des gens qui veulent chercher une formation. Et puis la région, depuis 2004, également organise une formation des Réunionnais vers le Québec, et en 20 ans, les Réunionnais sont passés de quelques centaines au Québec, et maintenant il y a plus de 2000 créoles des neiges au Québec. Donc la migration fait partie du vécu des Réunionnais et tout le monde ici, aussi bien dans la salle que dans la ville réunionnaise, a toujours un parent, un ami, une connaissance installée en France métropolitaine. Vous aviez aussi ici en France métropolitaine, mais c'est des photos d'époque, donc des années 1960, des jeunes Réunionnais qui étaient installés en métropole par le biais du Bumidum, qui parfois étaient assez nombreux par chambre. Et puis ces Réunionnais s'étaient aussi organisés pour défendre leurs intérêts et c'était les jeunes qui partaient se faire un avenir là-bas. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait au départ créé le CNAM avec Michel Debré, c'était pour que les Réunionnais puissent se retrouver dans des foyers. Bon, ces foyers avaient aussi une mission, c'est de ne pas les laisser aller dans la nature sans aucun port d'attache. Mais les Réunionnais finissaient toujours par se retrouver soit sur le travail parce qu'ils étaient concentrés dans les hôpitaux, dans les postes, et télécommunications. Donc nous avions organisé les assises des Réunionnais en France métropolitaine et de ces assises, de ces travaux, de ces échanges est sorti un ouvrage que l'on a intitulé « 175 000 Réunionnais en France métropolitaine, une communauté invisible » parce que les Réunionnais en France métropolitaine sont tellement divers au niveau des ethnies, au niveau de la couleur de la peau, qu'on les prenait pour tout autre chose que des Réunionnais. Ceux qui étaient blancs étaient pris pour des oreilles, ceux qui étaient un peu bronzés comme moi étaient pris pour des Libanais ou des Maghrébins, ceux qui étaient noirs étaient pris par des Africains. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'était une communauté invisible, mais c'était une communauté qui existait bel et bien puisque on se retrouvait donc très souvent. Réunion de chantier pour les acteurs de l'eau. Dans le cadre de la Journée mondiale de l'eau, il fallait sensibiliser les populations sur cette action essentielle au développement du territoire. Le département a lancé une analyse sur les ressources en eau et les besoins en eau du bassin sud. Le département a décidé de réaliser un réservoir supplémentaire d'une capacité de 20 000 m3 à côté du réservoir existant ici qui fait que 10 000. Sur l'île, les chiffres de la politique globale de l'eau impressionnent. 16 000 hectares irrigués, 35% de la production d'eau potable, 75 millions de mètres cubes distribués par an. Chaque année, la collectivité investit 20 millions d'euros dans la gestion de l'eau et de l'aménagement hydraulique. Et l'un des bénéficiaires de ce progrès, c'est le monde agricole. Au moment où la Réunion connaît
une des pires sécheresses de son histoire. Il y a encore beaucoup de choses à accomplir. Je viens de citer par exemple les Hauts de l'Ouest en exemple, mais dans le sud, avec la dynamique autour de la Saphir, mais aussi l'engagement du département qui est à souligner envers son agriculture, envers cette agriculture réunionnaise. Donc les féliciter pour ce travail. Donc ce sont 20 000 mètres cubes de plus qui vont être stockés à destination de la population, mais aussi des agriculteurs. Donc ce sont des capacités supplémentaires. Cette année, avec une sécheresse historique, il n'y a pas eu de coupure d'eau dans les champs. Sur le papier comme sur le terrain, la construction de ce réservoir à ciel ouvert en béton armé de 20 000 m3 est phénoménale. Il complétera celui de 10 000 m3, un réseau interconnecté dans une dynamique de hub. C'est vraiment un hub parce qu'on a à la fois des infrastructures départementales, donc l'eau dérivée depuis le barrage du Bras de la Plaine. On a effectivement les infrastructures de la Civis, donc avec une station de potabilisation en cours de construction qui va desservir l'ensemble de la ville de Saint-Pierre. On a également un refoulement d'eau vers la Casse Sud. Donc cette eau qui est ici stockée et collectée est destinée au final à l'ensemble des intercommunalités pour les besoins en eau potable, l'intercommunalité du Sud, mais également pour l'ensemble du monde agricole. Il faut savoir qu'une partie de l'eau qui est stockée ici part effectivement en direction de la zone basse au niveau de la ravine des Cabris Bois d'Olive pour être turbinée, pour produire de l'énergie renouvelable avant d'être redélivrée au niveau de la zone agricole basse, au niveau de Pierrefonds. Donc pour faire en sorte que eau agricole, eau potable et production d'énergie renouvelable soient au final une problématique un peu globale. C'est ce qu'on appelle aussi la gestion globale de l'eau au département. Une vision intégrée de l'eau car nous ne faisons qu'emprunter cette ressource, ce patrimoine naturel. Il y a forcément une vision patrimoniale de la ressource en eau d'une façon générale. L'eau, comme tout le monde le sait maintenant, c'est un cycle. On est bien sur cette notion d'emprunt que les générations actuelles font aux générations futures. Ces ouvrages, livrés en début d'année prochaine, auront coûté 9 millions d'euros. Une manière de sécuriser la ressource et ainsi de voir l'avenir de ces terres du Sud avec optimisme.